Bonsoir. À 4 mois de la présidentielle ici aux États-Unis, républicains et démocrates fourbissent leurs armes. La campagne se tient alors que les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. À quelques semaines des conventions républicaines et démocrates, la gestion de la pandémie, l'économie et la question raciale semblent dominer les débats. Le président Trump compte sur une base loyale malgré des sondages qui ne lui semblent pas favorables, alors que Joe Biden espère s'ériger en rassembleur. Comment la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'économie influeront-elles sur les élections? Quel sera l'impact des récentes manifestations contre les violences policières sur la campagne? Des sujets que nous allons aborder avec nos invités. Les conventions républicaines et démocrates se tiendront au mois d'août. Ces deux grands-messes politiques où les candidats Donald Trump et Joe Biden seront officiellement investis pourraient se tenir dans une atmosphère inhabituelle à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Mais les enjeux ne changent pas. C'est un récit de Dili Diko. Mettant en avant ses efforts pour aider les Américains du troisième âge, le président Donald Trump a annoncé l'imposition d'un prix plafond sur l'insuline lors d'une conférence en mai dernier. Les assurances participantes vont plafonner les coûts à seulement $35 par mois. Dans des États clés comme la Floride et l'Arizona, les personnes âgées représentent une grande partie de l'électorat, comme l'explique Thomas Volgy, ancien maire démocrate de Tucson. Ce qui est important, c'est que les personnes de plus de 65 ans ont tendance à se présenter en plus grand nombre que tout autre groupe. Par conséquent, ce n'est pas seulement le pourcentage de lecteurs, mais également la ferveur avec laquelle ils sont susceptibles de voter qui compte. Les sondages montrent depuis longtemps que les électeurs approuvent de façon générale la manière dont Trump gère l'économie. Mais les protestations civiles, les questions de justice raciale et la pandémie de coronavirus ont contribué à une hausse des sondages en faveur du candidat démocrate Joe Biden. Et auprès des seniors, Trump se situe derrière Biden à au moins 8 points d'écart selon 2 sondages. Nombreuses sont les personnes âgées à avoir déjà pris leur décision, comme cette électrice du Nebraska qui soutient Joe Biden. Je veux un président qui se soucie plus des Américains que de lui-même, de ses entreprises, de son argent ou de gagner des élections. D'autres affichent leur soutien pour Donald Trump. I'm not agree 100% on what Trump has been doing, but je ne suis pas d'accord à 100% avec tout ce que Trump a fait. Tout n'était peut-être pas bon, mais il est le seul politicien à tenir ses promesses de campagne. Il exécute tout simplement ce qu'il a promis de faire. Mais d'ici novembre, beaucoup de choses pourraient changer, car en 2016, les sondages n'avaient pas prévu la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Cette année, l'économie pourrait être un facteur déterminant lors des votes. Dans un récent sondage réalisé par le Centre d'études en affaires publiques AP North, 85% des démocrates ont qualifié la situation économique de mauvaise, tandis que 65% des républicains l'ont jugée comme étant bonne. De son côté, le ministère du Commerce a annoncé que l'économie américaine s'est contractée de 5% au premier trimestre. Le conseiller économique à la Maison-Blanche, Larry Kudlow, a fait savoir qu'une nouvelle fermeture de l'économie n'est pas prévue malgré l'augmentation récente des cas de Covid-19 dans plusieurs États. Nous allons voir apparaître de nouveaux foyers de la maladie, cela ne fait pas de doute. Il y en a maintenant au Texas et dans certaines parties du Sud, les 2 Carolines et en Arizona. Nous devons juste vivre avec ça. Le conseil économique de la Maison-Blanche pense donc que la situation est gérable. Des succès dans le redressement de l'économie pourraient fortement aider Donald Trump pour une réélection. Mais cela risque de ne pas être suffisant si des progrès ne sont pas réalisés en matière d'égalité raciale et si la pandémie n'est pas maîtrisée. Voilà. Merci beaucoup Dili pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. Ici à Washington, René Lec, analyste politique. Et à Bakersfield, en Californie, nous avons Denis Beaver, avocat sur place. Et
Dans le New Jersey, Daniel Menguera, professeur à Montclair State University. Merci à tous d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Washington Forum, toujours en mode télétravail. Alors je démarre avec vous, René Lake. Si on doit se baser sur les sondages, les derniers sondages sortis, le président Trump ne semble pas bien loti, hein, mais on est quand même à 4 mois des élections, et 4 mois, c'est beaucoup en politique, n'est-ce pas? Oui, 4 mois, c'est énorme en politique. Il peut se passer tellement de choses, surtout qu'on est dans un moment de nos vies à tous sur la planète, ici aux États-Unis en particulier, qui est particulièrement volatile. Donc tout est possible. Mais il est vrai que, notamment sur ce qu'on appelle les États charnières, hein, qui font la différence pour des élections, Donald Trump est loin derrière dans la plupart des États charnières. Donc d'abord, au plan national, on parle, le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui, il est à 15 points, ce qui est absolument énorme pour un président sortant. Et il y a 6 États charnières où il est entre 11 et 9 points derrière Biden. Donc, il est en situation assez difficile, je dois dire. Alors, Denis Beaver, même dans la tranche des personnes âgées qu'il avait solidement soutenu en 2016, le sondage semble dire qu'il n'est pas en bonne position. Comment est-ce que vous l'expliquez, ou est-ce que vous croyez en ces sondages? À mon avis, c'est trop tôt. On est loin vraiment des élections. Tout peut changer dans 24 heures. Donc c'est vraiment trop tôt pour avoir une idée vraiment claire de ce qui va se passer, à mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? On savait que les sondages étaient un peu serrés. C'est quand même dû au contexte actuel, le Covid-19, l'économie, les récentes manifestations. Pour vous, qu'est-ce qui explique la situation actuelle dans les sondages? Ça dépend qui est derrière ces sondages, qui paye pour avoir les sondages. C'est la grande question maintenant. Et encore une fois, c'est vraiment trop tôt pour avoir une idée claire de ce qui va se passer. D'accord. Alors, Daniel Menguera, entre la pandémie de Covid-19, le taux de chômage qui est autour de 14%, des manifestations contre les violences policières, c'est un contexte particulier pour Trump. Et certains diraient que, quel que soit le président en place, il aurait des difficultés. Sur quoi le président Trump peut-il compter pendant cette campagne, selon vous? Mais écoutez, je pense que Trump s'est un peu tiré une balle dans la jambe. Hein. Je crois qu'il a causé ce qu'on appelle des erreurs non forcées, qui sont de son propre ressort. Le contexte lui était favorable au départ, mais je pense qu'il y a eu une discontinuité en matière de communication et donc même de sincérité vis-à-vis de ce qui se passait, qui a fait que les Américains ont fini par perdre confiance en lui. Je crois que s'il avait fait preuve d'un peu plus de sincérité, d'honnêteté et surtout de cette sensibilité humaine qui aurait voulu que les Américains le perçoivent comme quelqu'un qui a vraiment leur intérêt à cœur, il s'en serait peut-être mieux sorti. Mais comme vous le voyez, les sondages le donnent battu, et en fait énormément battu, et cela n'annonce rien de bon pour lui. Bon, évidemment, comme les autres l'ont dit, bon, le problème aux États-Unis, c'est que les sondages ont tendance à prendre l'opinion dans le moment. Et les opinions changent très rapidement. On l'a vu en 2016, hein, quand Hillary était sur cette pente gagnante. Et puis en 2 semaines, hein, à peu près, quand le scandale sur les emails est sorti, et ben voilà, l'opinion a changé. Et donc vous voyez que, évidemment, à 4 mois des élections, nous sommes encore très loin. Mais ça donne déjà une idée de ce qui va se passer si Trump ne change pas de cap. Il est certainement dans une situation où il n'a pas su gérer la crise, il n'a pas su communiquer l'émotion qu'il fallait vis-à-vis du peuple américain,
Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les personnes âgées qui avaient voté pour lui, parce qu'à l'époque, on le prenait comme un homme d'affaires qui savait faire les choses. Il a plutôt prouvé une sorte d'incompétence notoire et tellement chronique qu'aujourd'hui, on a du mal à croire que Trump ait en fait été élu pour être le président des États-Unis. Bon, alors une notion intéressante qui nous reste à analyser, c'est quand même aussi que les sondages aux États-Unis ne doivent jamais être pris comme argent comptant parce que quand on parle de sondage national, n'est-ce pas, il y a une sorte de discontinuité entre le sondage national qui exprime les intentions de vote sur le plan national et l'élection elle-même qui est en fait une affaire d'État. C'est-à-dire qu'on a vu en 2016 que Donald Trump a eu la minorité au niveau de la population, de l'électorat, et pourtant il a gagné. Donc le vote se fait en fait État par État, et c'est en fait là qu'il faut regarder. D'accord. Alors René, ce sera quand même une campagne assez particulière. Hein. Joe Biden a annoncé mardi qu'il n'allait pas organiser de rassemblement, alors que le président Trump, après celui de Tulsa, s'est rendu en Arizona et sera pour le 4 juillet la fête de l'indépendance dans le Dakota du Sud, mais avec quand même des événements assez limités. Que gagnent et que perdent les deux candidats dans un contexte pareil? Écoutez, vous savez, j'ai presque envie de comparer les hommes politiques, en tout cas en campagne électorale, avec des sportifs. Vous savez, ou des artistes, des musiciens. Le public, ça vous donne de l'énergie, ça vous galvanise. Et donc, le fait de... Je disais que le président Trump, justement, semble adorer ce genre de tribune où il excelle et il peut s'exprimer comme il le souhaite. Tout à fait. Il se nourrit de l'énergie de l'assistance. Il a une capacité très particulière, très efficace, doit-on dire même, à lire son audience et à alimenter les demandes de son audience, et ça lui donne de l'énergie à lui-même. Mais Joe Biden également, lui-même le disait il y a quelques jours dans une conférence de presse qu'il a tenue. Il expliquait que bon, ça lui manque le contact humain, au-delà même des meetings, même aller dans la rue, rencontrer les gens, discuter avec les gens. Ça permet de tâter un peu le pouls du pays, de voir quelles sont les attentes des personnes, mais aussi, surtout, à mon avis, de structurer le discours de manière à pouvoir toucher les gens, de manière à pouvoir exprimer son empathie, sa compassion. Donc, être en contact avec les gens, c'est extrêmement important pour un homme politique. Ça va être une campagne qui ne va pas être facile du fait que, justement, ce contact humain-là sera très limité. Et ça, ce serait à l'avantage de qui, selon vous? Oh, écoutez, je ne sais pas. Bon, vous le disiez tout de suite, Trump, il excelle dans ce type de situation. Il est moins bon quand il se retrouve seul à faire un discours dans son bureau, dans l'Oval Office, comme on dit ici. Dans une situation Zoom ou dans une situation comme ça à distance, j'imagine qu'il serait peut-être un peu handicapé. Mais bon, vous pourriez dire aussi la même chose pour Biden, parce que Biden, quand même, à un certain âge, on voit quand même que physiquement, ce n'est pas le Biden qu'on a connu il y a 12 ans. Donc, lui aussi, ça peut être aussi un handicap. Je suis incapable de vous dire qui en profiterait le plus. D'accord, on verra en tout cas. Alors, Denise Beaver, les candidats doivent-ils aller à la rencontre des électeurs ou doivent-ils s'adapter, voire même annuler les conventions dans la façon traditionnelle qu'on connaît? Qu'est-ce qu'il faut selon vous à cause de la pandémie? Ça, c'est une bonne question. Alors, Trump, il aime la foule autour de lui. Et il y a beaucoup d'Américains qui pensent, d'accord, ok, porter les masques, je veux pas, c'est mon droit de ne pas le faire, j'y vais sans masque, j'y vais avec mes amis qui adorent Trump. C'est vachement compliqué. Il a quand même essuyé des critiques après son meeting de Tulsa. Vous pensez que ces critiques sont justifiées? Oui, peut-être. Ouais. Oui. D'accord. Il faut voir si Trump lui-même va porter un masque. Ça, il faut voir.
Certains estiment que ce serait un bon message dans le cadre de la lutte contre la maladie, mais certains pensent qu'il refuse de porter le masque puisque ça véhicule un peu un signe de faiblesse selon lui. Vous pensez que le message passe bien auprès de ses fans, peut-être, mais au niveau global, est-ce que ça passe au niveau du reste de l'électorat? Globalement, ça ne va pas, à mon avis. Mais alors, les gens qui l'aiment, ils vont dire oui, d'accord. Il ne porte pas de masque, moi je peux faire pareil. Est-ce que ça ne risque pas de le handicaper au niveau disons, du milieu, ceux qui ne sont pas encore décidés, ceux qui ne se sont pas décidés encore à voter? Je ne pense pas. Je pense que les gens qui l'aiment, qui l'adorent, ça n'a rien à voir. Un masque, oui ou non, ça n'a rien à voir, à mon avis. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités ici à Washington, René Lec, analyste politique, à Bakersfield en Californie, l'avocat Dennis Beaver, et dans le New Jersey, Daniel Menguera, professeur à Montclair State University. Alors, avant de retrouver nos invités, je dois dire que le débat intéresse quand même nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Louis Moutanga à Kamina, en RDC. Il dit « Le pays se bat », il parle des États-Unis, les États-Unis qui se battent pour lutter contre le Covid-19 et en même temps essayer de sauver l'économie. Par contre, le problème racial reste une épine dans les souliers de Trump. Il doit nécessairement prendre conscience des revendications de la communauté afro-américaine. D'ailleurs, dit-il, une grande partie des Blancs soutient le respect des droits des Noirs. Et puis Alain Patrice Onguéné, toujours en RDC, il dit « Le problème est que les démocrates utilisent les Noirs pour se faire élire. Biden a été vice-président pendant 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire évoluer la situation des Noirs ?» se demande-t-il. Voilà. Juste 2 commentaires qui illustrent un peu le débat qui se passe sur Facebook en ce moment sur cette question. Et ça nous permet d'ailleurs d'aborder ce second sujet, la question raciale dans cette élection. René Lec, cette question sera cruciale également dans la campagne, tout comme la gestion du Covid. Un sujet toujours délicat pour la classe politique, n'est-ce pas? Mais pensez-vous que cette fois, les candidats n'auront pas de choix que de l'aborder de façon frontale, cette question raciale? Oui, tout à fait, Abdourahmane. Il suffit de voir la conférence de presse de Joe Biden il y a juste quelques jours. La moitié des questions tournaient autour de cela, la question de Black Lives Matter. Cela arrive à un moment où, dans quelques jours, la mairie de New York, ce matin encore, le maire le rappelait, va inscrire sur la chaussée devant le Trump Tower à New York, Black Lives Matter, comme l'a fait le maire, je pourrais dire la maire de Washington DC, il y a quelques semaines, où elle a même renommé même cette zone en face de la Maison-Blanche, Black Lives Matter Plaza. Donc je crois que la question raciale, la question des violences policières, la question des monuments à l'honneur des combattants et des militaires et des soldats des pays du Sud de la Confédération qui à l'époque se battaient pour maintenir l'esclavage ici aux États-Unis. Toutes ces questions-là vont être au devant de la scène. Ça va être parmi les grandes questions qui vont être discutées. Et comme vous l'avez dit, également, bien entendu, la gestion du Covid qui pour l'instant a été relativement désastreuse. Alors, Dennis Beaver, pensez-vous qu'on fait un mauvais procès au président Trump sur cette question raciale
Ou doit-il peut-être améliorer son discours pour mieux se faire comprendre par ceux qui le critiquent? Alors, à mon avis, avec ces questions raciales, les émeutes qui se passent, lui dit « I'm the law and order president ». Le président de la loi et de l'ordre, pour traduire de façon assez littérale, oui. Exactement. Ça va l'aider, puisque on a ras-le-bol, comme on dit, we are fed up, on a ras-le-bol avec ces émeutes, la destruction des statues. Il y a, je ne sais pas combien d'années, les talibans, ils ont complètement démoli les statues en Afghanistan. Et l'Ouest a dit, non, comment vous pouvez vous faire ça? Nous, on est en train de faire la même chose. La même chose. Alors, on va revenir sur la question des statuts, hein. Mais sur cette question raciale, la justice sociale, comme certains disent, les violences policières, est-ce que vous pensez que le président Trump communique bien sur la question ou il est critiqué injustement sur cette question particulière? À mon avis, il est critiqué injustement. C'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Le problème, c'est que malheureusement, un flic tue quelqu'un qui est noir, par exemple. Souvent, on ne pose pas la question. La victime, soi-disant victime, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Ça, on ne pose pas ces questions. Par contre, on dit c'est toujours Trump, il n'a rien dit, il n'est suffisamment pas. Hein? Il peut pas tout changer. C'est pas ça. Alors, vous estimez que ce n'est pas une question raciale, mais une question du respect du droit et de l'ordre pour vous, cette question liée aux violences policières? Exactement. Exactement. D'accord. Et Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais bon, je serais malheureusement obligé de ne pas tellement partager l'avis de notre collègue ici, hein, pour dire simplement que il ne faut pas regarder l'acte policier qu'il y a eu, donc ce meurtre de George Floyd, comme un acte isolé. Nous savons que Trump a fait du racisme le cheval de bataille politique qui l'a amené à la victoire. Voilà un homme qui avait compris que si on exploitait la peur du citoyen américain, les peurs des citoyens américains, la peur de l'immigrant qui vient prendre son travail, la peur du noir qu'on a encore peur à rencontrer dans la rue parce qu'on se dit le noir donc est dangereux, la peur de l'étranger. Toutes ces peurs qui ont fait justement C'est le racisme ou la question raciale? Parce que certains font la nuance. Je veux dire, c'est du racisme, puisqu'il a fait du racisme un cheval de bataille parce qu'il savait qu'il pouvait trouver au sein de la population américaine les séquelles de cet héritage, malheureusement, racial qui fait encore problème aux États-Unis et qui fait que, malgré les décennies depuis donc les mouvements des droits civiques qui ont amené la fin de la discrimination raciale, il y a encore des séquelles raciales dans ce pays qui font que le débat actuel est en fait obligatoire. Et malheureusement, Trump a amplifié le racisme. Et aujourd'hui, on le voit encore dans ses déclarations. D'accord. Alors, Daniel, justement, rapidement, Joe Biden aussi a été critiqué pour certaines de ses positions sur la race, notamment sur la ségrégation. Vraiment, comment les deux camps doivent-ils naviguer cette question, comme je le disais tantôt, assez sensible aux États-Unis, surtout dans le contexte de la mort de George Floyd? Oui, mais écoutez, il y a une notion simple dans la vie humaine, c'est ce qu'on appelle la notion d'incorrigibilité et d'humilité. La différence entre Biden et Trump est que Biden sait au moins reconnaître ses erreurs. Vous voyez, quand il était au Congrès, il a voté certaines lois qui ont été défavorables à une solution, on va dire, probante sur la question raciale. Et quand il a été confronté à ces réalités, il l'a reconnu et a démontré qu'il pouvait essayer de faire mieux. Dans le cas de Trump, c'est une sorte d'incorrigibilité qui fait que, au lieu de voir les problèmes tels qu'ils se posent, lui, il en rajoute. La question justement de law and order dont il parle, vous croyez que ça s'adresse à quoi? Ça s'adresse principalement aux Noirs, parce que dans sa tête, le Noir est forcément cette personne qu'il faut dominer, et il a utilisé le terme, il faut dominer les rues. Pour lui, c'est une guerre raciale qu'il mène. Et ça, je pense qu'il faut, à un moment, qu'on perce cet abcès-là, que l'Amérique
puisse ouvrir ce débat une bonne fois pour toutes pour dire résolvons dès maintenant que nous en avons l'opportunité, les séquelles raciales de cette Amérique en instituant des politiques au niveau de la gestion policière, au niveau de la manière dont les policiers doivent aborder, non pas le noir seulement, mais le citoyen américain dans le rue. Alors, René, le président Trump et ses partisans, quand même, avant Covid, avaient mis en exergue les bons chiffres de l'économie, l'emploi au niveau des minorités, notamment des Noirs et des populations hispaniques, pour dire que c'est une preuve qu'il n'est pas raciste. Comment est-ce que vous analysez ce discours? Oui, écoutez, bon, Abdourahmane, si on regarde l'index Dow Jones à Wall Street au niveau de la bourse, c'est sûr que sous Trump, autour de février, début mars, fin février, on tournait le Dow Jones était à plus de 29 000 points. C'était un record historique, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Amérique. Donc de ce point de vue-là, il pouvait se prévaloir d'un résultat certain, en tout cas au plan boursier. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, j'ai vu que jusqu'à hier, le Dow Jones, la bourse a fermé autour de 25 000 points. Il a perdu plus de 4 000 points. Donc, c'est un avantage qu'il perd du fait de la crise du Covid. Ce qui, au demeurant, Abdourahmane, explique le fait qu'il ne veuille pas aussi porter de masque, etc., parce qu'il voudrait qu'on se place rapidement dans une situation post-Covid, mais qui malheureusement n'est pas tout à fait le cas. Donc, sur la question de l'économie de manière générale, il est sûr... Et des minorités, hein, l'économie et les minorités, est-ce que c'est une question qui répond un peu au racisme selon lui, par exemple, s'il a créé beaucoup d'emplois pour les Noirs, donc il faut régler la question du racisme à travers la création d'emplois. Est-ce que c'est un argument qui peut l'aider ou pas? Bon, là aussi, sur l'emploi, il pourra toujours dire qu'avant le Covid, le taux de chômage était quasiment nul. Donc, de ce point de vue-là, et c'est un argument qu'il utilisait, il disait qu'il avait de bons résultats. Mais l'argument contraire, l'argument des démocrates, et même pendant les primaires, dans les débats des démocrates, vous l'avez beaucoup entendu dire, c'est que même si, d'un point de vue de l'index boursier, l'économie semble marcher, que même si d'un point de vue de l'emploi, les taux étaient bons avant le Covid, d'un point de vue de la répartition et du niveau du taux de vie, de la qualité de vie de certaines minorités, les résultats n'étaient absolument pas probants. Donc ça, c'est cette contradiction-là. C'est une chose d'avoir de bons chiffres, c'en est une autre d'avoir une qualité de vie, une condition économique des minorités en particulier, des couches les plus affectées, les plus défavorisées économiquement. C'est deux choses qui sont différentes. De ce point de vue-là, c'est l'argument que les démocrates vont utiliser. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Et je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ungakhala pabwino, oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito, ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja, umbeta umayitana.